Vous n'êtes pas spectateur de votre vie. La plupart d'entre nous avons été élevés, implicitement, dans l'idée que la réalité est une donnée fixe à laquelle nous devons nous adapter. Naître dans telle circonstance, avoir telle personnalité, rencontrer tel obstacle. Autant de faits que l'on nous invite à accepter, au mieux à gérer avec courage, rarement à questionner dans leur fondement même. Ce livre propose un renversement. Non pas un déni du réel, les factures existent, les corps souffrent, les relations se compliquent, mais un changement de position, celle du spectateur vers celle de l'architecte. Non pas, je subis ce qui m'arrive, mais, je participe, à un niveau souvent invisible, à la construction de ce que je vis. Cette idée traverse l'histoire humaine sous des formes multiples. On la trouve dans les Upanishads indiennes, chez les stoïciens grecs pour qui le jugement précède l'événement, dans le christianisme mystique, dans le bouddhisme sur la nature de l'esprit, et plus récemment dans les travaux du psychologue William James sur le pouvoir de la croyance, ou dans les théories contemporaines de la neuroplasticité qui montrent à quel point le cerveau se façonne lui-même en fonction de ce qu'il pratique. Ce que ce livre n'est pas une promesse magique. Il ne prétend pas que fermer les yeux et désirer une Ferrari suffit à la faire apparaître dans une allée. Ce serait à la fois intellectuellement malhonnête et pratiquement inutile. Ce que ce livre affirme, avec plus de nuances, c'est que l'état intérieur, vos croyances, vos émotions dominantes, votre perception habituelle, influencent de façon réelle et documentée les choix que vous faites, les opportunités que vous remarquez, les relations que vous attirez et entretenez, et la persévérance dont vous êtes capable. Ce mécanisme, loin d'être ésotérique, est cohérent avec ce que les sciences cognitives savent aujourd'hui des biais de perception, de l'effet Pygmalion, et de l'influence de l'état émotionnel sur la prise de décision. Comment utiliser ce livre 1. Lisez chaque chapitre en entier avant de faire les exercices. 2. Pratiquez chaque exercice au moins une fois avant de passer au chapitre suivant. 3. Tenez un carnet, papier ou numérique, dédié à ce travail. 4. Ne cherchez pas la perfection. Cherchez la régularité. 5. Revenez sur les chapitres qui vous ont le plus résisté. C'est souvent là que se trouve le travail le plus fécond. Les fondations de l'invisible. Avant de bâtir, il faut poser des fondations. Cette première partie vous propose un changement de regard fondamental sur la nature de votre conscience et sur le mécanisme par lequel votre monde intérieur façonne votre monde extérieur. Ne vous attendez pas encore à des techniques opérationnelles complexes. Ces 2 chapitres posent le socle conceptuel sans lequel toute technique, plus tard, resterait creuse. Prenez le temps de vraiment digérer ces idées avant d'avancer. La solidité de tout l'édifice qui suit en dépend. Chapitre 1. La souveraineté du « Je suis ». Introduction. Imaginez 2 personnes qui perdent, la même semaine, leur emploi. La première s'effondre. Elle se sent nulle, inemployable, condamnée. 6 mois plus tard, elle vit toujours dans cette même détresse, incapable de retrouver un poste. La seconde traverse un choc identique, pleure elle aussi, doute elle aussi. Mais quelque chose, en elle, refuse de confondre l'événement avec son identité. 3 mois plus tard, elle a rebondi vers un métier qu'elle n'aurait jamais envisagé auparavant, et qu'elle décrit comme le plus épanouissant de sa carrière. Même événement extérieur. 2 trajectoires opposées. La différence ne tient ni au diplôme, ni au réseau, ni à la chance. Elle tient à la relation que chacune entretient avec sa propre conscience, à ce que ce chapitre appellera la souveraineté du « Je suis ». Objectif du chapitre. Comprendre pourquoi la conscience doit être considérée comme le point de départ de toute expérience, et non comme son résultat. Identifier les mécanismes par lesquels nous attribuons, par habitude, la cause de notre vie à des facteurs extérieurs. Amorcer le passage d'une posture de « chercheur » qui court après la réalité, à une posture de « source » qui la génère depuis l'intérieur. La conscience comme substance première depuis l'enfance, on nous enseigne à penser en termes de causes extérieures et d'effets intérieurs. Le monde agit, nous ressentons. Un patron injuste nous met en colère. Une bonne nouvelle nous rend joyeux. Cette lecture n'est pas fausse dans l'immédiat, mais elle est incomplète, et surtout, elle inverse insidieusement l'ordre réel des priorités. Considérez une expérience simple que chacun peut vérifier. 2 personnes assistent au même événement. Disons, un embouteillage qui les met en retard à un rendez-vous. L'une le vit comme une catastrophe qui confirme que rien ne va jamais dans sa vie. L'autre en profite pour écouter un livre audio et arrive détendu. L'embouteillage est identique. L'expérience vécue est radicalement différente.
Ce n'est donc pas l'embouteillage, en tant que tel, qui produit l'expérience. C'est le filtre de conscience à travers lequel il est reçu. Ce principe, poussé à son terme, a une conséquence vertigineuse. Ce que nous appelons la réalité n'est jamais accessible en dehors d'un point de conscience qui l'aperçoit, l'interprète et, ce faisant, la façonne. Le philosophe irlandais George Berkeley l'exprimait au XVIIIe siècle par la formule esse percipi. Être, c'est être perçu. La physique quantique du XXe siècle a, de façon inattendue, ravivé ce débat. Dans certaines expériences de mécanique quantique, comme la célèbre expérience des fentes de Young, le comportement des particules semble dépendre du fait qu'elles soient observées ou non. Il ne s'agit pas ici d'affirmer que la conscience humaine choisit l'issue d'une expérience de laboratoire. Les interprétations scientifiques de ce phénomène restent débattues, mais de noter que même la physique la plus rigoureuse a dû réintroduire, avec prudence, la question du rôle de l'observateur. Ce que je vous propose n'est donc pas une croyance ésotérique isolée, mais une hypothèse qui traverse la philosophie, la mystique et une partie de la science contemporaine. La conscience n'est pas un phénomène qui se produit dans le monde. C'est le lieu dans lequel le monde se produit pour vous. L'illusion de la causalité externe, pourquoi, alors, sommes-nous si spontanément convaincus du contraire? Parce que le cerveau humain est une machine à trouver des causes extérieures, et que cette machine a été façonnée par des millions d'années de survie. Repérer rapidement la cause d'un danger, un prédateur, une menace sociale, a été, historiquement, plus utile à la survie que de s'interroger sur la nature du sujet percevant. Le résultat est un biais profondément ancré. Nous cherchons systématiquement, pourquoi cela m'arrive, à l'extérieur de nous, rarement, comment je participe à ce que je perçois. Ce biais a un nom en psychologie. L'erreur fondamentale d'attribution, popularisée par les travaux du psychologue social Lee Ross dans les années 1970. Elle décrit notre tendance à expliquer le comportement des autres par leur caractère, et nos propres échecs par les circonstances, mais elle peut aussi être élargie. Nous attribuons plus facilement notre état intérieur à ce qui nous entoure qu'à la manière dont nous le recevons. Exercice de réflexion. Le journal des causes, prenez 3 événements récents qui vous ont contrarié. Pour chacun, notez 1. Ce qui s'est objectivement passé, les faits, sans interprétation. 2. Ce que vous vous êtes dit sur ce que cela signifiait. 3. Ce que vous avez ressenti. Observez. Est-ce l'événement 1. Ou l'interprétation 2. Qui a le plus déterminé votre émotion 3. Du chercheur à la source, il existe 2 postures fondamentales face à l'existence. Le chercheur vit dans la logique de la quête. Il pense que ce qu'il désire, sécurité, amour, reconnaissance, se trouve quelque part ailleurs, et qu'il doit s'y rendre, l'obtenir, le mériter. Cette posture engendre une fatigue existentielle particulière, car elle place systématiquement le bonheur à l'extérieur, dans un futur conditionnel. Quand j'aurai ceci, alors je serai cela. La source, à l'inverse, part du principe que l'état intérieur précède et engendre l'expérience extérieure. Elle ne nie pas l'effort ni l'action. Nous y reviendrons largement dans la partie 4, mais elle inverse l'ordre. On ne devient pas heureux parce qu'on a obtenu quelque chose. On obtient plus aisément ce que l'on désire parce qu'on a d'abord cultivé, intérieurement, l'état qui correspond à cette réalisation. Histoire inspirante. Le sculpteur et le bloc de marbre on raconte que Michel-Ange, interrogé sur la manière dont il avait sculpté son David, aurait répondu qu'il n'avait fait qu'ôter, du bloc de marbre, tout ce qui n'était pas David. La statue s'y trouvait déjà, il suffisait de la libérer. Cette image, qu'elle soit ou non historiquement exacte, illustre magnifiquement la posture de la source. La vie que vous désirez n'est pas à construire de toutes pièces contre la résistance du monde. Elle est, en un sens, déjà en germe en vous, et le travail consiste à retirer les couches de croyances et d'habitudes qui la recouvrent. Étude de cas. Claire, ou le renversement du regard. Claire, 42 ans, dirigeait un petit cabinet de conseil qui peinait à trouver des clients depuis 2 ans. Elle avait tout essayé. Nouveau site internet, prospection intensive, réseaux sociaux. Rien n'y faisait. En creusant, on découvrit que Claire, intérieurement, ne se percevait pas comme légitime dans son domaine. Un sentiment hérité d'une enfance où l'on répétait qu'elle n'était pas assez sérieuse. Sans qu'elle en ait pleinement conscience, cette croyance filtrait chacune de ses interactions professionnelles. Elle minimisait ses tarifs, s'excusait avant même d'avoir présenté une offre, hésitait à relancer un prospect. Le travail ne consista pas à faire plus, elle en faisait déjà beaucoup.
mais à identifier et transformer cette croyance de fond. En l'espace de quelques mois de pratique délibérée sur son sentiment de légitimité, nous détaillerons ces pratiques dans les chapitres suivants. Son discours commercial changea de ton, sans qu'elle ait modifié un seul argument objectif. Les clients, dit-elle plus tard, sentaient quelque chose de différent. Son chiffre d'affaires doubla en 8 mois. Les pièges psychologiques de ce chapitre, le piège du déni de responsabilité déguisé en spiritualité. Certains détournent ces idées pour éviter de prendre des mesures concrètes. Si je n'ai pas encore manifesté cela, c'est que je n'y ai pas assez cru. Ce raisonnement, poussé à l'excès, devient toxique et culpabilisant. Ce livre rejette explicitement cette dérive. Nous verrons que l'action inspirée reste indispensable. Le piège du perfectionnisme intérieur. Croire qu'il faut atteindre un état de conscience parfaite avant d'agir. En réalité, la transformation se fait par petites touches successives, jamais par un saut instantané vers la perfection. Le piège de l'attente passive. Confondre souveraineté intérieure et abandon de toute action extérieure. Tableau récapitulatif, croyance centrale, posture chercheur, le bonheur est ailleurs, je dois le trouver. Émotion dominante manque, urgence source, je génère, depuis l'intérieur, l'état qui précède l'expérience que. Conseil d'expert sécurité, création résultat typique épuisement T, quête sans fin alignement, résultat durable. Le psychologue Carl Rogers soulignait que le changement thérapeutique le plus profond survenait lorsque la personne cessait de chercher à devenir ce qu'elle devrait être pour accepter pleinement ce qu'elle était déjà. Un paradoxe fécond que l'on retrouve dans la notion de souveraineté du je suis. Ce n'est pas en niant l'instant présent qu'on le transforme, mais en l'habitant pleinement que l'on ouvre la possibilité d'un instant suivant différent. Résumé du chapitre. Nous croyons spontanément que le monde extérieur détermine notre état intérieur. En réalité, la relation est bidirectionnelle, et le filtre de conscience joue un rôle déterminant dans l'expérience vécue. Ce principe est soutenu par plusieurs traditions philosophiques et trouve un écho, prudent mais réel, dans certaines interrogations de la physique moderne. Le passage du chercheur à la source ne signifie pas l'inaction, mais l'inversion de l'ordre entre état intérieur et résultat extérieur. Attention aux dérives, ni déni de responsabilité, ni perfectionnisme, ni passivité. Dans le chapitre suivant, nous allons décomposer plus précisément comment cette conscience se traduit concrètement en expérience, à travers ce que nous appellerons le code de la fréquence. Chapitre 2. Le code de la fréquence. Introduction. Pourquoi deux personnes placées dans un contexte professionnel identique, même entreprise, même poste, même équipe, vivent-elles des expériences si différentes? L'une progresse, tisse des alliances, se voit confier des responsabilités croissantes. L'autre stagne, se sent invisible, finit par partir avec l'impression d'avoir été traité injustement. Ce chapitre propose une grille de lecture, celle de la fréquence, comprise non pas comme une vibration mystique invérifiable, mais comme la résultante mesurable de 7 dimensions internes que nous allons détailler. Objectif du chapitre. Identifier les 7 composantes qui déterminent votre fréquence habituelle. Comprendre comment cette fréquence interne façonne ce que vous remarquez, attirez et entretenez à l'extérieur. Commencez à cartographier votre propre fréquence actuelle sur chacune des 7 dimensions. Qu'entend-on par fréquence? Le terme de fréquence, emprunté au vocabulaire de la physique des ondes, est ici employé comme une métaphore opérationnelle plutôt que comme une affirmation littérale sur des vibrations mesurables en Hertz. Ce que cette métaphore désigne, c'est la tonalité globale et récurrente de votre état intérieur. Un mélange stable de croyances, d'émotions habituelles et de perceptions, qui teinte l'ensemble de votre expérience, un peu comme une radio réglée sur une station capte certains signaux et en ignore d'autres. Cette idée trouve un écho scientifique sérieux dans les travaux sur le biais de confirmation et sur ce que le psychologue Richard Wiseman a appelé, dans ses recherches sur la chance, le principe d'attention sélective. Les personnes qui se considèrent chanceuses remarquent, de façon mesurable, davantage d'opportunités dans leur environnement que les personnes qui se considèrent malchanceuses, alors même que l'environnement objectif, dans ces expériences contrôlées, était strictement identique pour les deux groupes. Les 7 clés de la fréquence 1. Les croyances. Une croyance est une pensée que l'on a répétée jusqu'à ce qu'elle cesse d'être questionnée. Les croyances agissent comme des filtres perceptifs. Elles déterminent ce que vous remarquez et ce que vous ignorez dans un même champ d'information. 2. La conviction. La conviction est le degré d'intensité avec lequel une croyance est tenue pour vraie.
Deux personnes peuvent partager intellectuellement la même croyance. Je mérite le succès. Mais l'une la ressent avec une conviction viscérale, l'autre la répète sans y croire réellement. C'est la conviction, non la simple formulation, qui détermine l'impact. 3. La perception. La perception est le mécanisme par lequel une croyance filtre l'information brute. Deux personnes exposées au même événement en retiendront des aspects différents selon leur croyance dominante. 4. L'émotion dominante. Chaque personne a une tonalité émotionnelle de fond, distincte des émotions passagères. On peut traverser un accès de colère ponctuel tout en ayant, en fond, une tonalité de sérénité, ou, à l'inverse, connaître des moments de joie superficielle sur un fond chronique d'anxiété. 5. Le langage intérieur, le dialogue que vous entretenez avec vous-même, souvent automatique et inaperçu, façonne directement votre fréquence. Les recherches en psychologie cognitive sur le « self-talk » montrent une corrélation entre la nature de ce dialogue intérieur et les niveaux de résilience face au stress. 6. La physiologie, l'état du corps, posture, respiration, tension musculaire, influence et est influencé par la fréquence intérieure. Les travaux de la psychologue Amy Cuddy sur la posture corporelle ont exploré, non sans débat scientifique ultérieur sur l'ampleur de l'effet, l'idée qu'une posture ouverte pouvait modifier l'état émotionnel ressenti. 7. L'identité, la septième clé, la plus profonde, est la question. Qui suis-je en train d'être en ce moment? C'est l'identité assumée, consciemment ou non, qui organise silencieusement les 6 autres dimensions. Comment l'arrangement intérieur crée le décor extérieur? Reprenons la métaphore du metteur en scène. Un décor de théâtre n'apparaît pas par hasard sur scène. Il est le résultat d'un arrangement pensé en coulisses. De la même façon, ce que nous appelons ici le décor, les événements, rencontres et circonstances de votre vie extérieure, est, dans une mesure significative, le résultat visible d'un l'architecture de la réalité arrangement, intérieur largement invisible. La configuration de vos 7 clés de fréquence. Ce principe ne signifie pas que tout événement extérieur soit littéralement causé par votre pensée. Accident, maladie, catastrophe naturelle échappe évidemment à ce cadre, et toute lecture qui l'affirmerait relèverait d'un dogmatisme dangereux, en particulier lorsqu'elle culpabilise les personnes qui traversent une épreuve. Ce que le principe affirme, plus modestement et plus solidement, c'est que dans le vaste champ des situations où une marge d'interprétation, de choix et d'action existe, ce qui recouvre l'essentiel de la vie quotidienne, relations, carrière, projets, habitudes, votre fréquence intérieure influence de façon significative ce que vous percevez comme possible, ce que vous osez tenter, et donc ce que vous obtenez. Analogie. Le poste de radio. Imaginez votre conscience comme un poste de radio capable de capter des milliers de fréquences simultanément présentes dans l'air. À tout instant, d'innombrables opportunités, rencontres et informations traversent votre environnement. Votre fréquence intérieure agit comme le bouton de réglage. Elle détermine quelle station vous captez clairement, et laquelle reste noyée dans le bruit de fond, invisible bien que physiquement présente. Étude de cas. Marc et les deux réseaux. Marc et son collègue Julien assistaient au même événement de networking professionnel, dans la même salle, le même soir. Marc en repartit avec le sentiment que, ces événements ne servent à rien, ayant passé la soirée seul près du buffet, persuadé que personne ne s'intéressait à son secteur d'activité peu glamour. Julien, dans le même événement, engagea 5 conversations, dont 2 déboucheraient sur des collaborations concrètes dans les mois suivants. La différence ne résidait pas dans le contenu de leur activité professionnelle, remarquablement proche, mais dans la conviction intérieure avec laquelle chacun abordait la soirée. Marc s'y rendait avec la croyance « je n'intéresse personne », que sa physiologie, épaules basses, regard fuyant, confirmait sans un mot. Julien y allait avec la simple curiosité de rencontrer des gens. Exercice pratique. Cartographie de votre fréquence actuelle sur une échelle de 1 à 10. Évaluez honnêtement chacune des 7 clés dans le domaine de votre vie que vous souhaitez transformer en priorité. Professionnel, amoureux, financier, santé. 1. Croyances. Sont-elles majoritairement porteuses ou limitantes? 2. Convictions. À quel degré y croyez-vous réellement, au-delà des mots? 3. Perception. Que remarquez-vous en premier, le manque ou la possibilité? 4. Émotion dominante. Quelle est la tonalité de fond, indépendamment des pics passagers? 5. Langage intérieur. Votre dialogue interne est-il un allié ou un critique permanent? 6.
Physiologie. Votre corps, en ce moment, exprime-t-il ouverture ou contraction? 7. Identité. Quelle phrase commençant par « Je suis quelqu'un qui » domine votre discours sur vous-même dans ce domaine? Notez vos scores. Nous y reviendrons régulièrement au fil des chapitres suivants pour mesurer votre évolution. Erreur fréquente. Confondre positivité de façade et fréquence réellement transformée. Répéter des affirmations positives sans travailler la conviction sous-jacente ne produit qu'un changement cosmétique. Vouloir modifier les 7 clés simultanément. La transformation durable procède généralement par une clé à la fois, la plus accessible en premier. Ignorer la dimension physiologique, souvent la plus rapide à ajuster et la plus sous-estimée. Tableau récapitulatif clé question centrale levier d'action croyance conviction perception que suis-je convaincu être vrai? À quel point y crois-je vraiment? Que est-ce que je remarque en premier? Questionner, remplacer répétition incarnée, preuve entraînement attentionnel clé émotion question centrale levier d'action dominante langage intérieur physiologie identité quelle est ma tonalité de fond? Que me dis-je en continu? Que dit mon corps? Qui suis-je en train d'être? Résumé du chapitre Régulation émotionnelle observation, reformulation posture, respiration incarnation délibérée. La fréquence est une métaphore opérationnelle désignant la tonalité stable de votre état intérieur, résultant de 7 dimensions interdépendantes. Cette fréquence agit comme un filtre d'attention sélective, documenté par la recherche en psychologie, qui détermine ce que vous remarquez et saisissez dans votre environnement. L'arrangement intérieur précède et structure le décor extérieur, dans les limites raisonnables d'un champ de vie où choix et interprétation jouent un rôle réel. La transformation efficace cible une clé à la fois, en évitant les pièges de la positivité de façade et de la dispersion. Nous avons posé les fondations. La partie 2 va maintenant nous confronter à ce qui, en chacun de nous, résiste au changement, le fantôme de l'ancienne identité. Croisillon partie 2, le combat avec le fantôme croisillon introduction à la partie 2, le combat avec le fantôme aucun édifice ne se construit sur un terrain vierge de tout obstacle. Cette deuxième partie vous confronte à ce qui, en vous, résiste au changement, non par malveillance, mais par une logique de protection devenue obsolète. Vous y apprendrez à reconnaître ce fantôme sans le combattre frontalement, et à consentir au renoncement nécessaire que toute transformation authentique exige. C'est souvent la partie la plus inconfortable du livre, c'est aussi, pour cette raison même, l'une des plus décisives. Chapitre 3. Décoder l'ancienne fréquence introduction. Vous avez sans doute déjà vécu ceci. Vous décidez, avec une sincérité totale, de changer une habitude, une relation, une trajectoire professionnelle. Pendant quelques jours, tout va bien. Puis, sans que vous compreniez pourquoi, une force intérieure vous ramène exactement au point de départ. Vous retardez la tâche importante. Vous relancez la conversation toxique. Vous doutez juste avant l'échéance décisive. Ce chapitre donne un nom à cette force, le fantôme, c'est-à-dire l'ensemble des automatismes de l'ancienne identité, qui continuent d'agir en coulisses longtemps après que vous avez, consciemment, décidé de changer. Objectif du chapitre. Comprendre la psychologie du sabotage comme mécanisme de survie plutôt que comme faiblesse de caractère. Identifier les manifestations concrètes du fantôme dans votre propre vie. Poser les bases d'une relation apaisée avec cette part de vous-même, condition préalable à sa transformation. Le sabotage comme mécanisme de survie. Il est tentant, et souvent injuste, d'interpréter le sabotage de soi comme un manque de volonté. La réalité, éclairée par les neurosciences du stress, est plus nuancée. Le cerveau humain, en particulier le système limbique, est programmé pour privilégier la prévisibilité à la nouveauté, y compris lorsque cette prévisibilité est inconfortable. Une situation familière, même douloureuse, active moins fortement les circuits de la peur qu'une situation nouvelle, même désirable. C'est ce que les chercheurs en psychologie du changement appellent parfois l'homéostasie psychologique. Le système nerveux cherche à maintenir un état connu, perçu comme plus sûr statistiquement, même si cet état n'est pas objectivement le meilleur. Le fantôme n'est donc pas un ennemi malveillant. C'est une part de vous, forgée par vos expériences passées, dont la fonction originelle était de vous protéger, d'un rejet, d'un échec, d'une humiliation, et qui continue, par inertie, d'appliquer une stratégie devenue obsolète. Analogie. Le système de sécurité daté. Imaginez une maison équipée, il y a 20 ans, d'un système de sécurité performant pour l'époque, mais aujourd'hui obsolète. Il continue de déclencher l'alarme au moindre mouvement, y compris pour les occupants légitimes, parce que sa programmation n'a jamais été mise à jour.
Le fantôme fonctionne ainsi. Il déclenche vos résistances, procrastination, autosabotage, relance de vieux schémas, selon une programmation ancienne, sans distinguer les menaces réelles des simples changements bénéfiques. Les manifestations concrètes du fantôme. La procrastination sélective. Vous êtes productif partout, sauf précisément sur le projet qui vous rapprocherait de votre transformation. Le sabotage relationnel. Vous provoquez, sans le vouloir consciemment, une rupture ou un conflit juste avant une étape d'intimité ou d'engagement accru. La rechute comportementale. Après une période de progrès notable, vous revenez brutalement à l'ancienne habitude. Le dialogue interne dévalorisant, qui s'intensifie précisément lorsque vous approchez d'un résultat significatif. La maladie ou fatigue soudaine à l'approche d'un moment décisif. Étude de cas, Sophie et le seuil invisible. Sophie négociait depuis des mois une promotion qu'elle désirait ardemment. La veille de l'entretien décisif, elle se disputa violemment avec son compagnon pour un motif dérisoire, dormit à peine, et se présenta épuisée le lendemain, perdant, selon ses propres mots, toute la clarté qu'elle avait préparée. En rétrospective, elle identifia un schéma récurrent. Chaque fois qu'elle approchait d'une reconnaissance publique importante, un incident perturbateur survenait dans les 48 heures précédentes. Le travail thérapeutique révéla une croyance ancienne, installée dans l'enfance. Si je réussis trop, je vais être rejeté par ceux que j'aime. Une croyance née d'une mère elle-même en compétition inconsciente avec la réussite de sa fille. Le fantôme de Sophie ne cherchait pas à la détruire. Il cherchait, selon sa logique ancienne et erronée, à la protéger d'un abandon affectif associé au succès. Exercice pratique. Identifiez votre schéma de sabotage, répondez par écrit, sans vous censurer. 1. À quel moment précis, dans les 6 derniers mois, avez-vous relâché vos efforts juste avant d'atteindre un objectif important? 2. Quelle émotion précédait immédiatement ce relâchement? Peur, fatigue, doute, colère. 3. Cette émotion vous rappelle-t-elle une situation plus ancienne, issue de votre histoire personnelle? 4. Si ce fantôme pouvait parler, que essaierait-il de vous protéger en vous freinant ainsi? Méditation guidée. Rencontrez le fantôme sans combat, installez-vous confortablement, fermez les yeux, respirez profondément à 3 reprises. Visualisez la part de vous qui résiste au changement comme une présence distincte, assise en face de vous, non pas comme un ennemi, mais comme une version plus jeune, ou plus fatiguée, de vous-même. Demandez-lui silencieusement, « De quoi cherches-tu à me protéger ?» Écoutez la réponse qui émerge, sans la juger. Puis dites-lui intérieurement, « Je te remercie d'avoir veillé sur moi jusqu'ici. Je peux prendre le relais désormais. » Respirez, ouvrez les yeux. Croyance limitante fréquente associée au fantôme, « Si je réussis, je vais décevoir, perdre quelqu'un que j'aime. Je ne mérite pas plus que ce que j'ai déjà. Le changement est dangereux, mieux vaut ce que je connais. Si je me montre pleinement, je serai rejeté. » Erreur fréquente, combattre le fantôme avec violence intérieure, ce qui renforce paradoxalement sa activation. La lutte intérieure maintient l'attention, donc l'énergie, sur l'ancien schéma. Nier son existence, ce qui le laisse agir sans supervision consciente. Attendre sa disparition totale avant d'agir, alors que la coexistence pacifique avec une résistance atténuée suffit pour avancer. Résumé du chapitre. Le sabotage de soi n'est pas une faiblesse de caractère, mais l'activation d'un mécanisme de protection devenu obsolète. Le fantôme se manifeste par la procrastination sélective, le sabotage relationnel, la rechute et le dialogue interne dévalorisant. La transformation commence par la reconnaissance bienveillante de cette part de soi, non par le combat. La coexistence pacifique, plutôt que l'éradication totale, est un objectif réaliste et suffisant pour progresser. Le chapitre suivant approfondit cette dynamique en abordant ce que nous appellerons l'art du sacrifice. La capacité à laisser mourir une version de la réalité pour permettre à une autre de naître. Chapitre 4. L'art du sacrifice. Introduction. Le mot « sacrifice » évoque souvent la privation, la souffrance, la perte. Ce chapitre lui redonne son sens étymologique originel. Sacrum facere, rendre sacré. Sacrifier, dans le cadre de ce livre, ne signifie pas se priver de quelque chose de bon, mais consentir à laisser mourir une version de la réalité, un statut, une habitude, une relation, une identité, devenue incompatible avec ce que vous désirez faire advenir. C'est l'art de l'échange conscient. Accepter de quitter ce qui est pour permettre à ce qui pourrait être de prendre forme. Objectif du chapitre.
Comprendre pourquoi toute transformation authentique implique une forme de perte consentie. Identifier ce que la tradition symbolique appelle l'Égypte, l'attachement aux causes extérieures comme explication de son sort. Développer votre capacité à lâcher ce qui ne sert plus votre trajectoire, sans dramatisation ni précipitation. L'échange conscient, aucune transformation véritable n'est gratuite au sens où elle ne demanderait rien en retour. Devenir une nouvelle version de vous-même implique nécessairement de renoncer à certains bénéfices, même inconfortables, de l'ancienne version. Le fumeur qui arrête de fumer renonce non seulement à la nicotine, mais à un rituel social, à une gestion, certes imparfaite, du stress, parfois à une identité de groupe. La personne qui quitte une relation toxique renonce à la familiarité de cette relation, même douloureuse, et à la certitude, fût-elle négative, qu'elle procurait. Ce chapitre invite à nommer explicitement ce que vous êtes prêt à échanger, plutôt que d'espérer un changement qui ne coûterait rien. Cette lucidité, loin d'être décourageante, est en réalité libératrice. Elle transforme un renoncement subi en un choix assumé. L'Égypte, sortir de la logique de la cause extérieure dans de nombreuses traditions symboliques. La sortie d'Égypte représente le passage de l'esclavage à la liberté, non seulement au sens politique, mais au sens psychologique. Quitter un état où l'on se perçoit comme soumis à des forces extérieures, un maître, des circonstances, un destin, pour entrer dans un état de responsabilité créatrice. L'Égypte, dans le langage de ce livre, désigne précisément cette habitude mentale consistant à expliquer sa condition présente exclusivement par des causes externes, le contexte économique, les autres, le passé, la malchance. Il ne s'agit pas de nier que des facteurs extérieurs réels existent et pèsent inégalement sur les trajectoires de vie. L'honnêteté intellectuelle l'exige. Il s'agit de repérer le moment où cette explication, même partiellement vraie, devient une prison plutôt qu'une description. Le moment où elle vous empêche d'explorer la marge de manœuvre, aussi réduite soit-elle, qui demeure toujours disponible. Histoire inspirante. Le prisonnier et la clé dans sa poche, une parabole souvent racontée dans les cercles de développement personnel évoque un homme emprisonné pendant des années, convaincu que sa cellule était verrouillée. À sa mort, ses gardiens découvrirent que la porte n'avait jamais été fermée à clé. Il avait vécu en captif d'une croyance, non d'un fait. Cette image, aussi frappante soit-elle, mérite d'être manipulée avec prudence. Toutes les prisons ne sont pas des illusions, et certaines contraintes sont bien réelles. Mais elle invite à une question utile. Parmi les portes que je crois verrouillées, laquelle ne l'est peut-être que dans mon esprit? Étude de cas. Antoine et le renoncement au rôle de victime. Antoine, après un licenciement vécu comme profondément injuste, avait construit, sans en avoir pleinement conscience, une partie de son identité sociale autour de ce récit d'injustice. Il en parlait à chaque nouvelle rencontre, recevait une compassion réelle qui, paradoxalement, le maintenait dans une position figée. Le travail thérapeutique ne consista pas à nier l'injustice réelle qu'il avait subie, elle était avérée, mais à l'aider à identifier le bénéfice secondaire qu'il retirait de continuer à la raconter. Une attention, une excuse à l'inaction, une identité de « victime du système ». Le jour où Antoine accepta de sacrifier ce rôle, non pas en niant son histoire mais en cessant d'en faire le centre de son présent, il put pour la première fois postuler à un poste sans mentionner spontanément son ancien licenciement dans l'entretien. Il fut embauché 3 semaines plus tard. Exercice pratique. L'inventaire du sacrifice sur une feuille, dressez 2 colonnes. Colonne A. Ce que je dis vouloir. Notez votre objectif de transformation actuel. Colonne B. Ce que je devrais laisser mourir. Listez honnêtement ce que cet objectif implique de renoncer. Une habitude confortable, une excuse, une relation, un statut, une image de vous-même. Pour chaque élément de la colonne B, notez sur une échelle de 1 à 10 votre degré actuel de consentement à ce renoncement. Les scores bas indiquent où se situe votre véritable travail intérieur. Protocole. La cérémonie du lâcher-prise. Écrivez sur une feuille ce que vous choisissez consciemment de laisser derrière vous. Une croyance, un récit, une habitude. Lisez-le à voix haute. Puis, selon votre sensibilité, brûlez la feuille en toute sécurité, ou déchirez-la et jetez-la. Ce geste symbolique, documenté dans plusieurs approches thérapeutiques sous le nom de rituel de clôture, aide le cerveau à marquer une frontière temporelle claire entre l'avant et l'après. Un mécanisme proche de ce que les psychologues appellent l'effet de segmentation temporelle dans la mémoire autobiographique. Erreur fréquente. Confondre sacrifice et autopunition. Le sacrifice dont il est question ici est un renoncement choisi et éclairé, non une souffrance imposée.
Vouloir tout lâcher d'un coup, ce qui génère une réaction de panique du système nerveux et favorise la rechute. Refuser de nommer précisément ce qui doit être laissé, en restant dans un désir vague de changement sans contrepartie identifiée. Résumé du chapitre. Toute transformation authentique implique un renoncement conscient, jamais gratuit. L'Égypte symbolise l'attachement à l'explication exclusivement extérieure de sa condition, sans nier la réalité de certaines contraintes. Nommer précisément ce que l'on doit sacrifier rend le processus de transformation plus honnête et plus soutenable. Un rituel de clôture, même simple, aide à ancrer psychologiquement le passage d'un état à un autre. Nous avons posé les fondations et affronté les résistances. La partie 3 va maintenant vous donner les outils concrets de l'architecte, l'attention et l'émotion. Partie 3. Les outils de l'architecte Croisillon Introduction à la partie 3. Les outils de l'architecte. Une fois les fondations posées et les résistances identifiées, il est temps de prendre les outils en main. Cette troisième partie vous transmet les deux instruments fondamentaux de toute construction intérieure durable. L'attention, qui détermine ce que vous remarquez et renforcez, et l'émotion, qui donne à vos intentions la charge nécessaire pour s'incarner. Ces deux chapitres sont particulièrement riches en exercices pratiques. C'est ici que la théorie commence véritablement à se transformer en pratique quotidienne. Chapitre 5. Attention magistrale et immobilité. Introduction. Un architecte ne peut concevoir un édifice cohérent en travaillant 10 minutes par-ci, 5 minutes par-là, sans cesse interrompu. La cohérence d'un plan exige une concentration soutenue. Il en va de même pour la construction de votre réalité intérieure. L'attention dispersée produit des résultats dispersés. Ce chapitre explore l'attention comme force de centralisation d'énergie, et l'immobilité, au sens de calme intérieur, non d'inaction, comme condition préalable à toute manifestation durable. Objectif du chapitre. Comprendre l'attention comme une ressource limitée et précieuse, dont la direction détermine la construction de votre expérience. Pratiquer des exercices de contrôle subjectif de l'attention. Apprendre la technique de la revue inversée pour reprogrammer la journée écoulée. L'attention comme centralisation d'énergie. Le neuroscientifique Daniel Kahneman a montré, dans ses travaux sur l'économie cognitive, que l'attention humaine est une ressource fondamentalement limitée. Nous ne pouvons traiter consciemment qu'une quantité restreinte d'informations à la fois. Ce qui reçoit votre attention soutenue se renforce dans votre cerveau par un mécanisme bien documenté de plasticité synaptique, parfois résumé par la formule popularisée en neurosciences. Les neurones qui s'activent ensemble se connectent ensemble. Appliqué à ce livre, ce principe a une conséquence directe. Si votre attention se porte de façon répétée et intense sur le manque, la peur, la comparaison avec autrui, ces circuits se renforcent et deviennent votre mode de perception par défaut. Si, à l'inverse, vous entraînez délibérément votre attention vers ce que vous désirez construire, vers la gratitude, vers les preuves déjà présentes de progrès, ces circuits gagnent en force et en accessibilité. Ceci ne relève pas de la pensée magique, c'est un mécanisme cognitif documenté, appliqué ici à un usage intentionnel plutôt que subi passivement. L'immobilité n'est pas la passivité, il existe une confusion fréquente entre calme intérieur et inaction. L'immobilité dont il est question ici désigne un état de non-agitation mentale, l'absence de pensée parasite, de doute compulsif, d'urgence anxieuse, qui n'empêche en rien l'action, mais qui la rend plus précise, plus efficace, moins dispersée. Un archer ne tire pas mieux en tremblant. La stabilité du geste précède la justesse du tir. De même, la stabilité de l'esprit précède la justesse de l'action. Analogie. Le lac et les pierres. Imaginez un lac dont la surface est constamment agitée par le vent. Impossible d'y voir une image claire du ciel qu'il devrait refléter. Un lac immobile, en revanche, reflète le ciel avec une netteté parfaite. Votre esprit fonctionne de façon similaire. Lorsqu'il est agité par des pensées parasites, il ne peut refléter clairement l'intention que vous cherchez à incarner. Le travail de stabilisation attentionnelle n'ajoute rien à votre esprit. Il retire simplement les vagues qui brouillent le reflet. Étude de cas. Yasmine et la dispersion attentionnelle. Yasmine, entrepreneur, se plaignait de ne jamais avancer sur son projet malgré des journées de travail interminables. L'analyse de son emploi du temps révéla qu'elle changeait de tâche en moyenne toutes les 6 minutes, vérifiant ses messages, ses réseaux sociaux, ses emails, sans jamais laisser une seule pensée ou tâche se développer pleinement. Après avoir instauré des blocs de concentration ininterrompus de 90 minutes, une durée cohérente avec les cycles ultradiens documentés en chronobiologie, elle constata, en un mois,
une progression sur son projet supérieure à celle des 6 mois précédents combinés. Rien n'avait changé dans ses compétences. Seule la structure de son attention avait été réorganisée. Exercice pratique. Le contrôle subjectif. Asseyez-vous confortablement. Pendant 2 minutes, fixez votre attention exclusivement sur votre respiration, sans intervenir sur son rythme. Chaque fois qu'une pensée surgit, ne la combattez pas. Nommez-la mentalement, pensée, et ramenez doucement l'attention à la respiration. Répétez cet exercice quotidiennement pendant 2 semaines, en augmentant progressivement la durée. Cet entraînement, proche des protocoles de méditation de pleine conscience validés par de nombreuses études en psychologie clinique, développe votre capacité à choisir où va votre attention plutôt que de la subir. Technique. La revue inversée. Chaque soir, avant de dormir, parcourez mentalement votre journée à rebours, de l'instant présent jusqu'au réveil. Pour chaque scène qui vous a déplu ou qui n'a pas correspondu à l'état que vous souhaitiez incarner, réécrivez-la mentalement telle que vous auriez préféré la vivre. Non pas en changeant les faits extérieurs déjà survenus, mais en rejouant intérieurement la scène avec la version de vous-même la plus alignée avec votre intention. Cette pratique, inspirée de techniques de visualisation rétrospective utilisées en préparation mentale sportive, ne prétend pas modifier le passé, mais vise à reprogrammer l'empreinte émotionnelle et les associations neuronales laissées par la journée, afin qu'elles ne conditionnent pas négativement le lendemain. Erreur fréquente. Confondre concentration et crispation. L'attention efficace est détendue, non tendue. Pratiquez les exercices d'attention de façon irrégulière, alors que la régularité compte davantage que l'intensité ponctuelle. Utilisez la revue inversée pour ruminer les événements négatifs plutôt que pour les réécrire consciemment. L'attention est une ressource limitée dont la direction détermine, par un mécanisme neuronal documenté, la construction progressive de votre perception et de votre expérience. L'immobilité intérieure n'est pas l'inaction, mais la condition de précision de l'action. Le contrôle subjectif de l'attention et la revue inversée sont 2 outils concrets et accessibles pour entraîner cette capacité. Le chapitre suivant aborde la 2e grande faculté de l'architecte, l'émotion, comprise non comme un obstacle à maîtriser mais comme un langage à apprendre à parler avec justesse. Croisillon chapitre 6. L'alchimie émotionnelle. Introduction. Si l'attention est le pinceau de l'architecte intérieur, l'émotion en est la couleur. Une intention sans charge émotionnelle reste une idée abstraite, incapable d'imprégner durablement votre perception et votre comportement. Ce chapitre explore l'émotion non comme une faiblesse à contrôler, mais comme une matière première à transformer, d'où le terme d'alchimie, cet art ancien qui prétendait transmuter le plomb en or. Objectif du chapitre. Comprendre le rôle fonctionnel de l'émotion dans la mémoire, la décision et la perception. Distinguer la suppression émotionnelle, nuisible, de la transformation émotionnelle, féconde. Maîtriser une technique concrète de transmutation, le protocole des 3 respirations. Pourquoi l'émotion est indispensable, et non superflue. Les neurosciences affectives, notamment les travaux du chercheur Antonio Damasio, ont démontré que les personnes présentant des lésions altérant le traitement émotionnel ne deviennent pas, contrairement à l'intuition, des décideurs parfaitement rationnels. Elles deviennent au contraire incapables de décider efficacement, même dans des situations simples, faute du signal émotionnel qui hiérarchise normalement les options. L'émotion n'est donc pas l'ennemi de la clarté. Elle en est, dans une large mesure, la condition. Appliqué à notre sujet, ce constat a une implication directe. Une intention purement intellectuelle, répétée sans charge émotionnelle réelle, produit un effet minime sur votre perception et votre comportement. C'est la raison pour laquelle la simple répétition mécanique d'affirmations positives échoue si souvent. Les mots sont présents, l'émotion ne l'est pas. Suppression versus transformation. Il est essentiel de distinguer 2 attitudes radicalement différentes face à une émotion difficile. La suppression consiste à nier, ignorer ou refouler l'émotion. Je ne devrais pas ressentir cela. Il faut rester positif. Les recherches en psychologie de la régulation émotionnelle, notamment les travaux de James Gross, montrent que cette stratégie, loin d'éliminer l'émotion, en prolonge souvent l'empreinte physiologique et augmente le risque de réactions disproportionnées ultérieures. La transformation, à l'inverse, consiste à accueillir pleinement l'émotion, à la ressentir dans le corps sans la juger, puis à l'accompagner consciemment vers une expression ou une résolution. C'est cette seconde voie que ce chapitre développe. Analogie. Le minerai et le métal précieux. Une émotion difficile, colère, peur, honte, peut être comparée à un minerai brut, encombrant, parfois désagréable à manipuler tel quel,
mais contenant en son sein une énergie précieuse. L'alchimiste ne rejette pas le minerai. Il le chauffe, le travaille, jusqu'à en extraire le métal utile. De même, une colère traversée consciemment peut devenir la détermination nécessaire pour poser une limite claire. Une peur pleinement ressentie peut devenir la prudence intelligente qui affine un projet. Étude de cas. Karim et la colère transformée. Karim, après une injustice professionnelle répétée, ressentait une colère qu'il jugeait honteuse et qu'il s'efforçait de dissimuler en toutes circonstances, y compris à lui-même. Cette suppression se traduisait par des maux de dos chroniques et une irritabilité disproportionnée avec ses proches, sans lien apparent avec la cause réelle. Guidé à travers un protocole de reconnaissance émotionnelle, il apprit à s'isoler quelques minutes pour ressentir pleinement sa colère, dans le corps, sans passage à l'acte, avant de la canaliser dans la rédaction précise et posée d'un courrier professionnel exposant ses griefs de façon factuelle. Le résultat fut double. Ses douleurs dorsales s'atténuèrent significativement en quelques semaines, et son courrier, rédigé depuis une clarté nouvelle plutôt que depuis l'urgence réactive, obtint gain de cause là où ses tentatives précédentes, plus confuses, avaient échoué. Protocole. Les 3 respirations de la transmutation 1. Nommer. Identifier précisément l'émotion présente, sans l'euphémiser ni l'exagérer. Je ressens de la peur. Non. Ça va. C'est rien. 2. Localiser et respirer. Repérer où, dans le corps, cette émotion se manifeste physiquement. Gorge serrée, ventre noué, poitrine oppressée. Inspirez profondément en dirigeant mentalement l'air vers cette zone, expirez lentement en 3 temps. 3. Questionner et rediriger. Demandez-vous, quelle action juste, et non réactive, cette émotion me signale-t-elle? Point. Laissez la réponse émerger sans précipitation, puis agissez, ou non, en conséquence. Ce protocole ne vise pas à supprimer l'émotion en 3 respirations. Certaines émotions profondes demandent un travail plus long, parfois accompagné par un professionnel, mais à interrompre le cycle automatique de réaction pour ouvrir un espace de choix conscient. Exercice de réflexion. Votre météo émotionnelle pendant une semaine, notez 3 fois par jour, sans jugement, l'émotion dominante ressentie sur une échelle simple, agréable, neutre, désagréable, et son intensité, faible, moyenne, forte. À la fin de la semaine, observez les motifs récurrents. Quels moments, quelles pensées, quelles interactions précèdent systématiquement les pics désagréables. Cette cartographie, simple en apparence, révèle souvent des schémas invisibles au jour le jour. Croyance limitante fréquente, ressentir une émotion négative signifie que j'attire du négatif. Cette croyance, répandue dans certains courants de développement personnel mal digérés, produit une culpabilité supplémentaire qui aggrave la situation au lieu de l'améliorer. Il faut toujours rester positif. Cette injonction, en réalité, empêche le traitement sain des émotions et favorise leur accumulation silencieuse. Erreur fréquente. Confondre expression émotionnelle et impulsivité. Ressentir pleinement une émotion ne signifie pas agir sous son emprise immédiate. Intellectualiser l'émotion au lieu de la ressentir physiquement, ce qui maintient la charge émotionnelle active sans la résoudre. Éviter systématiquement les situations qui déclenchent des émotions inconfortables, ce qui limite paradoxalement le champ de vie et d'expérience. Résumé du chapitre. L'émotion est une fonction cognitive indispensable à la décision et à la clarté, non un obstacle à éliminer. La suppression émotionnelle prolonge l'inconfort. La transformation, à travers l'accueil conscient, le libère utilement. Le protocole des 3 respirations offre un outil simple et immédiat pour transmuter une réaction en action juste. Avec l'attention et l'émotion désormais entre vos mains, la partie 4 va vous montrer comment ces outils se traduisent concrètement dans l'imagination dirigée et l'action inspirée. Partie IV, de l'imagination et l'incarnation. Piège psychologique. La visualisation comme substitut à l'action. Imaginer sans jamais agir maintient l'imagination dans le registre du rêve stérile plutôt que de la préparation féconde. Le chapitre suivant traite précisément de ce pont entre imagination et action. La visualisation forcée et tendue, qui reproduit paradoxalement l'anxiété du manque plutôt que la sérénité de l'accomplissement. L'attente d'un résultat immédiat, qui génère une déception précoce et un abandon de la pratique. Résumé du chapitre. L'imagination dirigée, pratiquée avec discipline, produit une empreinte neuronale comparable, dans une certaine mesure, à celle d'une expérience réelle.
Le principe de l'Assomption consiste à habiter intérieurement l'état de la fin désirée, plutôt que l'état du manque qui précède classiquement l'objectif. La technique de la scène révisée offre un protocole concret et reproductible pour cette pratique. L'imagination n'a de valeur que reliée, en aval, à une action concrète, objet du chapitre suivant. Croisillon chapitre 8. L'action inspirée. Introduction. Un reproche revient fréquemment à l'égard des approches centrées sur l'état intérieur. Celui de négliger l'action, voire de la juger secondaire. Ce chapitre corrige explicitement cette dérive. L'état intérieur transformé n'est pas une fin en soi. Il est la source à partir de laquelle émerge une qualité d'action différente, que nous appellerons l'action inspirée, par opposition à l'action forcée ou à l'inaction contemplative. Objectif du chapitre. Distinguer clairement trois postures face à l'action. L'inaction passive, l'action forcée, et l'action inspirée. Comprendre comment reconnaître un signal d'action inspirée dans le corps et l'esprit. Développer une méthode de passage à l'action progressive, adaptée à un état intérieur encore fragile. Trois postures face à l'action. L'inaction passive consiste à attendre que la transformation intérieure produise, seule et sans effort extérieur, un résultat concret. Cette posture, séduisante en apparence, relève d'une mauvaise compréhension des principes exposés dans ce livre. Nulle part il n'a été affirmé que la pensée seule, sans jamais se traduire en geste, en parole ou en décision, suffirait à modifier une situation concrète. L'action forcée consiste, à l'inverse, à s'épuiser. Dans une agitation permanente, motivée par l'anxiété du manque plutôt que par la clarté de l'alignement intérieur. Cette posture, très répandue dans une culture de la performance, produit souvent des résultats en apparence rapides mais fragiles, et un épuisement à moyen terme documenté sous le terme de burn-out. L'action inspirée, enfin, désigne un geste concret qui émerge naturellement, presque sans effort de volonté, à partir d'un état intérieur aligné. Elle se reconnaît à plusieurs indices. Une sensation de clarté plutôt que d'urgence, une motivation qui vient de l'intérieur plutôt que de la peur des conséquences, et souvent une forme de synchronicité, l'impression que les circonstances se prêtent facilement aux gestes entrepris. Analogie. La rivière et le rocher. Forcer une action depuis un état de manque revient à pousser un rocher en amont d'une rivière, possible, mais épuisant et contre nature. L'action inspirée ressemble davantage à un bateau qui se laisse porter par le courant tout en gardant fermement la barre. L'effort existe, il faut diriger, ajuster, parfois ramer, mais il s'inscrit dans le sens du mouvement plutôt que contre lui. Reconnaître le signal de l'action inspirée. Plusieurs critères, cumulés, permettent de distinguer une impulsion d'action inspirée d'une réaction anxieuse déguisée en initiative. 1. La tonalité corporelle. L'action inspirée s'accompagne généralement d'une sensation d'ouverture, respiration ample, épaules détendues, tandis que l'action forcée s'accompagne souvent d'une contraction, mâchoire serrée, respiration haute et courte. 2. La temporalité. L'action inspirée peut être immédiate ou différée sans perte d'intensité. L'action forcée porte en elle un sentiment d'urgence disproportionné par rapport à l'enjeu réel. 3. La récurrence. Une idée d'action qui revient à plusieurs reprises, sous des formes légèrement différentes, mérite une attention particulière. Elle signale souvent un alignement authentique plutôt qu'un caprice passager. Étude de cas. Julien et le mail qu'il n'osait pas envoyer. Julien portait, depuis des mois, l'idée de contacter
Piège psychologique. La visualisation comme substitut à l'action. Imaginer sans jamais agir maintient l'imagination dans le registre du rêve stérile plutôt que de la préparation féconde. Le chapitre suivant traite précisément de ce pont entre imagination et action. La visualisation forcée et tendue, qui reproduit paradoxalement l'anxiété du manque plutôt que la sérénité de l'accomplissement. L'attente d'un résultat immédiat, qui génère une déception précoce et un abandon de la pratique. Résumé du chapitre. L'imagination dirigée, pratiquée avec discipline, produit une empreinte neuronale comparable, dans une certaine mesure, à celle d'une expérience réelle. Le principe de l'assomption consiste à habiter intérieurement l'état de la fin désirée, plutôt que l'état du manque qui précède classiquement l'objectif. La technique de la scène révisée offre un protocole concret et reproductible pour cette pratique. L'imagination n'a de valeur que reliée, en aval, à une action concrète, objet du chapitre suivant. Croisillon chapitre 8. L'action inspirée introduction. Un reproche revient fréquemment à l'égard des approches centrées sur l'état intérieur. Celui de négliger l'action, voire de la juger secondaire. Ce chapitre corrige explicitement cette dérive. L'état intérieur transformé n'est pas une fin en soi. Il est la source à partir de laquelle émerge une qualité d'action différente, que nous appellerons l'action inspirée, par opposition à l'action forcée ou à l'inaction contemplative. Objectif du chapitre. Distinguer clairement trois postures face à l'action. L'inaction passive, l'action forcée, et l'action inspirée. Comprendre comment reconnaître un signal d'action inspirée dans le corps et l'esprit. Développer une méthode de passage à l'action progressive, adaptée à un état intérieur encore fragile. Trois postures face à l'action. L'inaction passive consiste à attendre que la transformation intérieure produise, seule et sans effort extérieur, un résultat concret. Cette posture, séduisante en apparence, relève d'une mauvaise compréhension des principes exposés dans ce livre. Nulle part il n'a été affirmé que la pensée seule, sans jamais se traduire en geste, en parole ou en décision, suffirait à modifier une situation concrète. L'action forcée consiste, à l'inverse, à s'épuiser. Dans une agitation permanente, motivée par l'anxiété du manque plutôt que par la clarté de l'alignement intérieur. Cette posture, très répandue dans une culture de la performance, produit souvent des résultats en apparence rapides mais fragiles, et un épuisement à moyen terme documenté sous le terme de burn-out. L'action inspirée, enfin, désigne un geste concret qui émerge naturellement, presque sans effort de volonté, à partir d'un état intérieur aligné. Elle se reconnaît à plusieurs indices. Une sensation de clarté plutôt que d'urgence, une motivation qui vient de l'intérieur plutôt que de la peur des conséquences, et souvent une forme de synchronicité, l'impression que les circonstances se prêtent facilement aux gestes entrepris. Analogie. La rivière et le rocher. Forcer une action depuis un état de manque revient à pousser un rocher en amont d'une rivière, possible, mais épuisant et contre nature. L'action inspirée ressemble davantage à un bateau qui se laisse porter par le courant tout en gardant fermement la barre. L'effort existe, il faut diriger, ajuster, parfois ramer, mais il s'inscrit dans le sens du mouvement plutôt que contre lui. Reconnaître le signal de l'action inspirée. Plusieurs critères, cumulés, permettent de distinguer une impulsion d'action inspirée d'une réaction anxieuse déguisée en initiative. 1. La tonalité corporelle. L'action inspirée s'accompagne généralement d'une sensation d'ouverture, respiration ample, épaules détendues, tandis que l'action forcée s'accompagne souvent d'une contraction, mâchoire serrée, respiration haute et courte. 2. La temporalité. L'action inspirée peut être immédiate ou différée sans perte d'intensité. L'action forcée porte en elle un sentiment d'urgence disproportionné par rapport à l'enjeu réel. 3. La récurrence. Une idée d'action qui revient à plusieurs reprises, sous des formes légèrement différentes, mérite une attention particulière. Elle signale souvent un alignement authentique plutôt qu'un caprice passager. Étude de cas. Julien et le mail qu'il n'osait pas envoyer. Julien portait, depuis des mois, l'idée de contacter
Un ancien mentor pour lui proposer une collaboration, sans jamais passer à l'acte, paralysé par la peur d'un refus. Après un travail sur son état intérieur, clarification de sa conviction de légitimité, pratique de visualisation de la scène de collaboration réussie, l'envie d'envoyer ce message ressurgit, mais avec une tonalité différente. Non plus l'urgence anxieuse de « il faut que je le fasse avant qu'il ne soit trop tard », mais une curiosité tranquille, presque légère. Il envoya le message en moins de 5 minutes, sans trace de la lutte intérieure qui l'avait paralysé auparavant. Son mentor répondit favorablement dans la journée, initiant une collaboration qui allait durer plusieurs années. Méthode. Le pas suivant, pas le plan entier. Une des causes fréquentes de paralysie face à l'action est la tentation de vouloir visualiser l'ensemble du chemin avant de faire le premier pas. Cette méthode propose l'inverse. Identifiez uniquement le prochain pas concret, réalisable dans les 24 à 48 heures, sans exiger de vous-même une vision complète du parcours. Une fois ce pas franchi, une clarté suffisante émerge généralement pour identifier le suivant. Un principe cohérent avec ce que le romancier E.L. Doktorov décrivait à propos de l'écriture. On peut voir loin la nuit avec des phares de voiture, mais on peut néanmoins parcourir tout le trajet de cette façon, un segment éclairé à la fois. Exercice pratique. Le tri des 3 tiroirs. Listez 5 actions que vous envisagez actuellement dans le domaine de votre transformation. Classez chacune dans l'un des 3 tiroirs. Tiroir 1. Inspirer. L'idée revient régulièrement, s'accompagne d'ouverture corporelle, ne dépend pas d'une urgence externe. Tiroir 2. Forcer. L'idée est motivée principalement par la peur, la comparaison ou l'urgence anxieuse. Tiroir 3. À observer. Incertitude, nécessitant un temps d'observation supplémentaire avant de trancher. Engagez-vous en priorité sur les actions du tiroir 1. Erreur fréquente. Attendre une inspiration parfaitement claire et dénuée de toute peur avant d'agir. Une peur résiduelle n'invalide pas nécessairement le caractère inspiré d'une action. Confondre confort et inspiration. Une action peut être inspirée tout en étant exigeante ou inconfortable. Ce qui la distingue de l'action forcée est l'absence de panique sous-jacente, non l'absence de défi. Utilisez la notion d'action inspirée comme prétexte à la procrastination indéfinie. Résumé du chapitre. L'action inspirée se distingue de l'inaction passive et de l'action forcée par sa qualité intérieure, non par son absence de difficulté. Elle se reconnaît à des critères concrets. Tonalité corporelle, temporalité, récurrence de l'idée. La méthode du « pas suivant » permet de contourner la paralysie liée à l'exigence d'un plan complet. Nous avons parcouru les grandes étapes de la construction intérieure. La partie 5 va maintenant aborder ce qui distingue une transformation passagère d'une transformation durable. La relation à soi, à l'échec, et au temps. Croisillon partie 5. La maîtrise durable. Croisillon introduction à la partie 5. La maîtrise durable. La dernière partie de ce livre s'attarde sur ce qui distingue un changement passager d'une transformation qui dure véritablement dans le temps. La capacité à traverser les résistances de son entourage sans renoncer à sa trajectoire, et l'équilibre subtil entre la persévérance et le lâcher-prise. Ces 2 derniers chapitres vous accompagnent vers la sortie du livre, mais surtout, vers l'entrée dans une pratique qui, je l'espère, continuera bien après la dernière page. Chapitre 9. Le contrat social et la dignité de soi. Introduction. Beaucoup de personnes engagées dans un travail de transformation intérieure rencontrent, à un moment donné, un obstacle inattendu. Non plus une résistance interne, mais une résistance venue de leur entourage. Le conjoint qui s'inquiète du changement, l'ami qui se moque, la famille qui questionne. Ce chapitre aborde ce que nous appellerons le contrat social implicite, l'ensemble des attentes non formulées que notre entourage entretient à notre égard, et la nécessité, pour toute transformation durable, de fonder sa valeur sur une dignité intérieure plutôt que sur l'approbation extérieure. Objectif du chapitre. Comprendre le mécanisme de l'homéostasie relationnelle et pourquoi le changement personnel peut déstabiliser un système relationnel établi. Identifier les manifestations du contrat social implicite dans votre propre entourage. Développer une posture de dignité de soi qui ne dépend pas de la validation extérieure. L'homéostasie relationnelle. Les systèmes relationnels, famille, couple, amitié, équipe, tendent, comme les organismes biologiques, à maintenir un équilibre stable. Lorsqu'un des membres du système change significativement, même de façon positive, l'ensemble du système peut réagir par une résistance temporaire, cherchant inconsciemment à ramener l'équilibre antérieur. Ce phénomène,
décrit notamment dans les approches systémiques de la thérapie familiale développées par des chercheurs comme Virginia Satir, explique pourquoi une personne qui arrête de boire peut voir certains de ses amis, habitués à boire avec elle, réagir avec une hostilité déroutante, ou pourquoi une personne qui affirme davantage ses limites peut susciter, dans un premier temps, plus de conflits que d'apaisement dans son couple. Il est essentiel de comprendre que cette résistance n'est généralement pas de la malveillance consciente. Elle est, la plupart du temps, une réaction homéostatique automatique du système relationnel, comparable aux fantômes évoqués au chapitre 3, mais à l'échelle collective plutôt que individuelle. Le contrat social implicite chaque relation prolongée établit, sans jamais le formuler explicitement, un ensemble d'attentes réciproques. Tu es celui qui écoute. Tu es celle qui s'excuse en premier. Tu es celui sur qui on peut compter pour absorber les tensions. Ce contrat, jamais négocié consciemment, fonctionne néanmoins comme une force réelle qui pousse chacun à rester dans le rôle attribué, même lorsque ce rôle devient contraignant. Analogie. L'écosystème est l'espèce qui change de comportement dans un écosystème naturel. Si une espèce modifie soudainement son comportement, par exemple, cesse de chasser à un moment habituel, l'ensemble de la chaîne alimentaire doit se réajuster, provoquant des perturbations temporaires avant qu'un nouvel équilibre ne s'installe. Votre transformation personnelle produit un effet similaire dans votre écosystème relationnel. Attendez-vous à une phase de réajustement, qui n'est pas un signe d'échec, mais une étape normale et prévisible du processus. Étude de cas. Nadia est le prix de l'affirmation de soi. Nadia, historiquement décrite par son entourage comme « toujours disponible », entreprit un travail sur ses limites après un épuisement professionnel sévère. Les premières semaines où elle commença à décliner des sollicitations qu'elle acceptait auparavant systématiquement, plusieurs amis proches réagirent avec une froideur inattendue, l'un allant jusqu'à lui reprocher d'avoir « changé ». Ce moment fut le plus délicat de tout son parcours de transformation, davantage que le travail intérieur lui-même. Avec un accompagnement approprié, elle comprit que cette froideur n'était pas le signe qu'elle avait fait fausse route, mais précisément le signe que son changement était réel et suffisamment significatif pour perturber l'équilibre relationnel antérieur. 1 an plus tard, la plupart de ses relations s'étaient réajustées à ce nouvel équilibre, plus sain, et celles qui n'avaient pas survécu à ce réajustement, dit-elle, n'étaient en réalité pas fondées sur une réciprocité authentique. La dignité de soi comme fondation stable. Le concept de dignité de soi, distinct de l'estime de soi conditionnelle, qui dépend des résultats obtenus, ou de la confiance en soi situationnelle, qui dépend des compétences dans un domaine précis, désigne une valeur intérieure inconditionnelle, indépendante de l'approbation extérieure et des résultats obtenus. Cette distinction est cruciale. Une personne qui fonde sa valeur sur l'approbation de son entourage restera structurellement vulnérable à toute transformation qui déstabiliserait cette approbation, quand bien même cette transformation serait bénéfique à long terme. Exercice pratique. Cartographiez votre contrat social implicite pour chacune de vos 3 relations les plus proches. Répondez. 1. Quel rôle non écrit occupez-vous typiquement dans cette relation? 2. Que se passerait-il, selon vous, si vous cessiez d'occuper ce rôle, ne serait-ce que partiellement? 3. Cette peur anticipée est-elle fondée sur des preuves concrètes, ou sur une supposition non vérifiée? Protocole. L'ancrage de dignité chaque matin, avant toute interaction sociale. Prononcez intérieurement ou à voix haute une phrase d'ancrage de ce type. Ma valeur ne dépend pas de l'approbation que je reçois aujourd'hui. Ce n'est pas une formule magique, mais un rappel régulier qui, répété avec constance, contribue à dissocier progressivement votre sentiment de valeur des réactions immédiates de votre entourage. Un entraînement cohérent avec les principes de restructuration cognitive développés en thérapie comportementale et cognitive. Erreur fréquente. Interpréter toute résistance de l'entourage comme une preuve qu'il faut couper radicalement toutes les relations concernées, alors qu'un réajustement progressif est souvent possible et préférable. Chercher à convaincre son entourage du bien fondé de sa transformation, ce qui prolonge une dépendance à la validation extérieure plutôt que de la dissoudre. Confondre dignité de soi et indifférence froide envers autrui. La dignité de soi n'exclut pas l'empathie, elle en est même souvent, paradoxalement, une condition, car elle libère de l'anxiété relationnelle qui empêche une présence authentique. Résumé du chapitre. Le changement personnel perturbe temporairement l'équilibre des systèmes relationnels, par un mécanisme homéostatique normal et non malveillant. Chaque relation prolongée porte un contrat social implicite, qu'il est utile de rendre conscient. La dignité de soi, distincte de l'estime de soi conditionnelle, constitue le socle stable permettant de traverser les résistances relationnelles sans renoncer à sa transformation.
Le dernier chapitre de cette partie aborde la question du temps. Comment persister sans forcer, et comment reconnaître la grâce des alignements qui échappent au contrôle direct. Croisillon chapitre 10. La persistance et la grâce. Introduction. Ce dernier chapitre aborde une question que chaque lecteur engagé dans un travail de transformation finit par se poser. Combien de temps faut-il persister avant de voir des résultats, et comment distinguer une persistance saine d'un acharnement stérile? Nous y ajouterons une notion souvent négligée dans les approches volontaristes du développement personnel. La grâce, c'est-à-dire cette part de l'expérience qui ne se laisse jamais entièrement programmer ni contrôler, et qui demande, paradoxalement, un certain lâcher-prise pour se manifester pleinement. Objectif du chapitre. Comprendre la différence entre persistance féconde et acharnement épuisant. Intégrer la notion de grâce comme complément nécessaire, et non contradictoire, à l'effort intentionnel. Établir un rythme de pratique soutenable sur le long terme. Persistance féconde versus acharnement stérile. La persistance féconde se caractérise par une continuité d'intention combinée à une souplesse de méthode. On garde le cap sur l'objectif tout en restant disposé à ajuster la stratégie en fonction des retours de la réalité. L'acharnement stérile, à l'inverse, consiste à répéter obstinément la même méthode malgré des signaux clairs d'inefficacité, souvent par peur d'admettre un besoin de réajustement, ou par confusion entre lâcher une méthode et abandonner l'objectif lui-même. Le psychologue Angela Duckworth, dans ses recherches sur la ténacité, le fameux concept de grit, a montré que la persévérance la plus efficace n'est pas celle qui ignore les échecs, mais celle qui les intègre comme information plutôt que comme verdict définitif sur sa propre valeur. Un lien direct avec la notion de dignité de soi développée au chapitre précédent. Analogie. Le jardinier et la graine. Un jardinier expérimenté ne déterre pas quotidiennement la graine qu'il vient de planter pour vérifier si elle a germé. Ce geste, motivé par l'impatience, détruirait précisément le processus qu'il cherche à observer. Il arrose, protège les conditions favorables, et fait confiance au temps propre de la germination, tout en restant attentif aux signes qui indiqueraient un réel problème, sol inadapté, exposition insuffisante, nécessitant un ajustement. Cette image illustre la persistance féconde, un mélange de constance dans les conditions favorables et de patience face au rythme, souvent non linéaire, de la manifestation. La grâce, ce qui échappe au contrôle direct. Toute la démarche de ce livre pourrait laisser croire, si elle était mal comprise, que chaque résultat de votre vie dépend exclusivement et mécaniquement de votre maîtrise intérieure. Une lecture excessive et, en réalité, épuisante. La notion de grâce vient nuancer cette lecture. Elle désigne les alignements, rencontres et opportunités qui surviennent d'une manière qui dépasse la stricte logique de cause à effet consciente, et qui semble parfois répondre à un état intérieur préparé sans que l'on puisse en retracer le mécanisme précis. Cette notion n'est pas un aveu d'impuissance. Elle est, au contraire, une invitation à une forme de discipline particulière. Préparer le terrain intérieur avec rigueur, les 9 chapitres précédents, puis relâcher la crispation sur le contrôle du comment et du quand précis de la manifestation. Cette tension féconde entre effort et lâcher-prise traverse de nombreuses traditions sagesse, du concept taoïste du Wu Wei, l'action sans forçage, à la notion chrétienne de grâce reçue au-delà du seul mérite. Étude de cas. Le détour de Léa avait, pendant plus d'1 an, concentré tous ses efforts sur l'obtention d'un poste précis dans une entreprise ciblée, sans succès malgré plusieurs candidatures. Frustrée mais ayant intégré les principes de persistance féconde, elle finit par élargir sa recherche tout en maintenant son état intérieur de clarté et de dignité, sans s'accrocher rigidement à cette seule entreprise. Un poste totalement différent, dans un secteur qu'elle n'avait jamais envisagé, lui fut proposé par une connaissance rencontrée presque par hasard lors d'un événement auquel elle avait failli ne pas se rendre. Ce poste, dit-elle rétrospectivement, correspondait bien mieux à ses aspirations profondes que celui qu'elle avait initialement visé. Cette histoire illustre un principe fréquemment observé. La manifestation emprunte souvent des chemins que l'esprit rationnel n'aurait pas anticipés, à condition que l'attachement rigide à une seule forme de résultat ne bloque pas la réceptivité à d'autres formes. Exercice pratique. Le journal de la grâce chaque semaine, notez un événement, une rencontre ou une coïncidence qui vous a semblé, avec le recul, s'aligner de façon surprenante avec vos intentions, même de façon modeste ou indirecte. Cette pratique entraîne l'attention, confère chapitre 5, à repérer les signaux de grâce, souvent négligés parce qu'ils ne prennent pas la forme exacte anticipée. Établir un rythme soutenable. La transformation durable ne procède pas par intensité ponctuelle, mais par régularité modérée et soutenue dans le temps.
un principe cohérent avec ce que les recherches sur la formation des habitudes, notamment les travaux du psychologue Philippe Allali, ont documenté. La stabilisation d'une nouvelle habitude demande, en moyenne, plusieurs semaines de pratique répétée, avec une variabilité importante selon la complexité du changement visé, et sans qu'un chiffre unique et universel ne puisse être affirmé avec certitude. Erreur fréquente. Abandonner juste avant le seuil de manifestation, souvent le moment où le découragement est le plus intense, un phénomène documenté dans de nombreux récits de réussite tardive. Confondre grâce et fatalisme. Attendre passivement un miracle sans avoir préparé le terrain intérieur décrit dans les chapitres précédents. Vouloir mesurer sa progression quotidiennement, ce qui génère une frustration disproportionnée face à un processus naturellement non linéaire. Résumé du chapitre. La persistance efficace combine constance d'intention et souplesse de méthode, à distinguer de l'acharnement rigide. La grâce complète, sans la contredire, la discipline intérieure. Elle invite à préparer le terrain puis à relâcher le contrôle sur les modalités précises de la manifestation. Un rythme modéré et soutenu, plutôt qu'une intensité ponctuelle, est la clé d'une transformation qui dure. Vous avez maintenant parcouru l'ensemble de l'architecture. La conclusion qui suit propose une synthèse d'ensemble, suivie d'un plan d'action structuré sur 90 jours pour intégrer concrètement ces principes dans votre quotidien. Croisy en conclusion. L'architecte que vous êtes déjà nous avons parcouru, ensemble, un chemin en 5 mouvements. La partie 1 a posé les fondations. Votre conscience n'est pas une spectatrice passive du monde, mais un point de départ actif dont la fréquence, croyance, conviction, perception, émotion dominante, langage intérieur, physiologie, identité, structure de façon significative ce que vous percevez, saisissez et construisez. La partie 2 vous a confronté au fantôme. Cette part de vous forgée par d'anciennes nécessités de survie, qui continue d'agir en coulisses par habitude plutôt que par malveillance, et à l'art du sacrifice, cette capacité à laisser mourir consciemment ce qui ne sert plus votre trajectoire. La partie 3 vous a transmis les 2 outils fondamentaux de l'architecte intérieur. L'attention, ressource limitée dont la direction détermine, par des mécanismes neuronaux documentés, la construction progressive de votre expérience. Et l'émotion, matière première à transformer plutôt qu'à supprimer. La partie 4 a relié l'imagination dirigée, vivre depuis l'état de la faim, selon le principe de l'Assomption, à l'action inspirée, ce geste qui émerge naturellement d'un état intérieur aligné plutôt que d'une urgence anxieuse. La partie 5, enfin, a abordé ce qui distingue une transformation passagère d'une transformation durable. La dignité de soi face aux résistances relationnelles, et l'équilibre subtil entre persistance féconde et grâce. Aucun de ces principes, pris isolément, ne constitue une formule magique. Ensemble, pratiqués avec constance sur la durée, ils forment une architecture cohérente, celle, précisément, que ce livre s'est proposé de vous transmettre. Vous n'étiez pas, en commençant cette lecture, dépourvu de pouvoir sur votre existence. Vous exerciez déjà, chaque jour, une influence réelle sur votre expérience, souvent sans en avoir pleinement conscience. Ce livre n'a pas créé ce pouvoir. Il vous a, je l'espère, aidé à le reconnaître, à le nommer, et à l'exercer avec davantage d'intention. L'architecte que vous cherchez n'est pas un mentor extérieur, ni ce livre lui-même. C'est vous, tel que vous êtes en train de devenir. Plan d'action de 90 jours. Ce plan traduit les 10 chapitres en une pratique progressive et réaliste, répartie sur 13 semaines. Semaine 1 à 2. Fondation. Chapitre 1 à 2. Tenir le journal des causes. Chapitre 1. 3 fois cette période. Réaliser la cartographie de votre fréquence sur les 7 clés. Chapitre 2. Objectif. Passer de la posture de chercheur à celle de source sur au moins un domaine de vie. Semaine 3 à 4. Rencontrer le fantôme. Chapitre 3. Identifier votre schéma de sabotage principal. Pratiquer la méditation de rencontre avec le fantôme, 2 fois par semaine minimum. Semaine 5 à 6. L'art du sacrifice. Chapitre 4. Réaliser l'inventaire du sacrifice. Organiser une cérémonie de lâcher-prise pour au moins une croyance ou un récit identifié. Semaine 7 à 8. Attention et immobilité. Chapitre 5. Instaurer une pratique quotidienne de contrôle subjectif de l'attention. 5 à 10 minutes. Débuter la revue inversée chaque soir. Semaine 9 à 10. Alchimie émotionnelle. Chapitre 6. Tenir le journal de météo émotionnelle pendant une semaine complète.
Intégrez le protocole des 3 respirations à chaque émotion intense identifiée. Semaine 11 à 12. Imagination et Assomption. Chapitre 7. Pratiquez la scène révisée chaque soir. Tenir le journal de l'état assumé chaque matin. Semaine 13. Action inspirée, contrat social, persistance. Chapitre 8 à 10. Réalisez le tri des 3 tiroirs pour vos actions en cours. Cartographiez votre contrat social implicite dans vos 3 relations principales. Démarrez le journal de la grâce, à poursuivre sur le long terme au-delà de ces 90 jours. Au-delà des 90 jours, ce plan n'est pas une ligne d'arrivée mais un point de départ structuré. Les pratiques les plus efficaces, revue inversée, journal de la grâce, ancrage de dignité, gagnent à être intégrées durablement, non comme un programme ponctuel, mais comme une hygiène de vie intérieure comparable, dans sa régularité, à l'hygiène physique. Foire aux questions. Combien de temps avant de voir des résultats concrets? Il n'existe pas de délai universel, et se méfier de quiconque en promet un avec certitude absolue est une saine prudence. Les études sur la formation des habitudes suggèrent des délais de plusieurs semaines à plusieurs mois selon la complexité du changement visé. Ce qui importe davantage que la date d'arrivée est la qualité de la pratique régulière décrite dans le plan de 90 jours. Est-ce que cela fonctionne pour des objectifs matériels précis? Argent, biens? Les principes de ce livre s'appliquent à l'ensemble des domaines de vie où une marge d'interprétation, de choix et d'action existe, ce qui inclut le domaine matériel. Cependant, ce livre invite à une prudence particulière face à toute promesse de résultats matériels instantanés et garantis, qui relèverait d'une lecture excessive et non étayée des principes exposés. Que faire si je ressens une résistance très forte à certains exercices? Une résistance intense signale souvent, précisément, que l'exercice touche un point sensible et potentiellement fécond. Il est cependant essentiel de respecter votre rythme. Si un exercice ravive une souffrance psychologique importante, en particulier liée à un traumatisme, il est recommandé de vous faire accompagner par un professionnel de santé mentale plutôt que de poursuivre seul. Ce livre remplace-t-il un accompagnement thérapeutique? Non. Ce livre est un outil de développement personnel et non un substitut à un accompagnement psychologique ou médical. En cas de détresse psychologique significative, la consultation d'un professionnel qualifié reste la démarche appropriée. Comment savoir si je progresse réellement? Les tableaux récapitulatifs de chaque chapitre et le journal de la grâce, chapitre 10, offrent des repères concrets. La progression, cependant, est rarement linéaire. Privilégiez une évaluation sur plusieurs semaines plutôt que sur une base quotidienne. Annexe B. 20 affirmations pour ancrer la souveraineté intérieure. Ces affirmations, à utiliser dans le cadre des pratiques du chapitre 7, gagnent à être ressenties et non simplement répétées mécaniquement. 1. Je suis la source depuis laquelle mon expérience se construit. 2. Je choisis, aujourd'hui, l'état intérieur que je souhaite habiter. 3. Ma valeur ne dépend pas de l'approbation extérieure. 4. Je remercie ce qui, en moi, a cherché à me protéger, et je peux désormais avancer autrement. 5. Je laisse mourir ce qui ne me sert plus, avec gratitude pour ce que cela m'a appris. 6. Mon attention est une ressource précieuse, je choisis où je la place. 7. Je ressens pleinement mes émotions, sans qu'elles ne me dirigent. 8. J'habite déjà, en pensée, la version de moi-même que je construis. 9. Mon action naît de la clarté, non de l'urgence. 10. Je reste fidèle à mon cap tout en restant souple sur le chemin. 11. Je fais confiance au temps propre de ma transformation. 12. Je suis digne, indépendamment de mes résultats du jour. 13. Les résistances que je rencontre ne sont pas des échecs, mais des informations. 14. Je peux évoluer sans perdre les relations qui me sont réellement précieuses. 15. Je remarque, chaque jour, au moins un signe d'alignement. 16. Je suis à la fois l'architecte et l'édifice en construction. 17. Ma fréquence intérieure d'aujourd'hui prépare mon décor de demain. 18. Je choisis la persistance féconde plutôt que l'acharnement. 19. Je reste ouvert à ce que la grâce m'apporte au-delà de mes plans. 20. Je suis reconnaissant pour le chemin déjà parcouru.